Même certains des nationalistes les plus radicaux de la Russie commencent à admettre l'impensable. La Russie est en train de perdre cette guerre. Ni les analystes occidentaux, ni les responsables ukrainiens. Un ancien colonel du FSB qui a contribué à déclencher le conflit au départ. Et selon lui, la stratégie de Poutine a complètement échoué. L'armée russe est épuisée. L'Ukraine devient plus forte. Le Kremlin a désormais peu de moyens pour dissimuler la situation sur le champ de bataille. Maintenant, Igor Guerkin, mieux connu sous le nom d'Igor Strolkov, avertit ouvertement que la Russie se dirige vers la défaite, et qu'il n'y a peut-être plus rien que Poutine puisse faire pour l'empêcher. L'homme qui a fait cette déclaration était Igor Guerkin, également parfois connu sous son alias Igor Ivanovitch Strolkov. Ce n'est pas simplement un officier russe quelconque, c'est quelqu'un qui a joué un rôle majeur dans le déclenchement de cette guerre. Mais avant d'aborder ce qu'il a dit, voici un aperçu plus détaillé de qui il est. Né à Moscou, en 1970. Guerkin est devenu un nationaliste russe radical dans sa jeunesse, écrivant pour un journal d'extrême droite avant d'intégrer le FSB, le successeur moderne du KGB soviétique, dans les années 1990. Là-bas, selon des rapports médiatiques, on pense qu'il a servi dans une unité antiterroriste et qu'il a exprimé à plusieurs reprises des opinions extrêmes sur l'élimination de tous les ennemis présumés de l'État russe. Il a également pris part au combat lors des conflits en Tchétchénie et en Transnistrie, ainsi que pendant la guerre de Bosnie. Bien que jamais officiellement prouvé, il a été accusé par des médias et des organisations de défense des droits humains de crimes de guerre, dont des massacres de civils bosniaques et tchétchènes. En 2014, après avoir quitté le FSB, il a joué un rôle crucial dans l'annexion de la Crimée par la Russie. Il avait pour mission de diriger les milices pro-russes sur la péninsule, et leur avait ordonné de rassembler les législateurs locaux pour forcer la convocation d'une session extraordinaire et l'élection de la marionnette du Kremlin, Sergueï Akhtchanov, comme Premier ministre. Les hommes de Guerkin ont imposé la tenue d'un vote sur l'organisation d'un référendum sur la séparation de la Crimée d'avec l'Ukraine, admettant ensuite que la plupart des responsables locaux y étaient opposés. Je n'ai vu aucun soutien des autorités de Crimée à Simferopol, où j'étais. Les militants ont rassemblé les députés et les ont forcés à voter. Oui, j'étais l'un de leurs commandants. Plus tard, cette même année, Guerkin a mené une unité de 50 militants russes, lourdement armés dans l'est de l'Ukraine, pour capturer la ville stratégique de Sloviansk. Les Russes ont attaqué et occupé les bâtiments administratifs de la ville, acte considéré ensuite comme le début de la guerre du Donbass. En effet, Guerkin lui-même l'a admis plus tard, déclarant « J'ai appuyé sur la détente qui a déclenché la guerre, et j'assume une responsabilité personnelle pour ce qui s'y passe. » La guerre a duré plusieurs années, et a ouvert la voie à l'invasion russe à grande échelle en 2022. Entre-temps, Guerkin a d'abord été nommé ministre de la Défense de la République populaire de Donetsk en 2014, mais il a été démis de ses fonctions seulement quelques mois plus tard, après avoir été responsable de l'abattage d'un avion de ligne civile de la compagnie Malaysia Airlines, et de la mort des 298 personnes à bord. Malgré sa réputation de criminel de guerre et de terroriste dans de nombreux pays, Guerkin a pu vivre paisiblement en Russie de nombreuses années après l'incident de l'avion de ligne. En 2023 cependant, après avoir critiqué ouvertement Poutine, il a été arrêté pour des accusations d'extrémisme et condamné à 4 ans de prison l'année suivante. Guerkin n'est pas un homme bien, c'est un criminel de guerre international avec un passé marqué par des atrocités odieuses. Mais c'est aussi quelqu'un qui possède une grande expérience et une connaissance approfondie du fonctionnement des agences militaires et de renseignements russes, et il s'est avéré être l'un des critiques les plus francs des échecs du Kremlin en Ukraine. Même derrière les barreaux de sa cellule de prison, il a à plusieurs reprises dénoncé Poutine et d'autres responsables pour ce qu'il considère comme de la faiblesse, de l'incompétence et de la lâcheté. Et quand Guerkin parle, les gens écoutent, car depuis le début de la guerre, il est devenu l'un des plus grands blogueurs Z, attirant des centaines de milliers d'abonnés sur Telegram et d'autres plateformes. Le 25 avril 2026, Guerkin a de nouveau pris la parole. Sa femme, Miroslava Reganskaya, a partagé un long message sur Telegram au nom de son mari, dans lequel il affirme sans détour que la Russie est condamnée. Nous allons malheureusement vers une défaite militaire, c'est un fait. N'acceptons pas exactement cela. Mais reconnaissons au moins ce fait désagréable et partons du principe que la menace est réelle et que l'Ukraine continuera à recevoir tout ce dont elle a besoin, tandis que nous continuerons à ne rien faire de vraiment sérieux pour empêcher cette menace. Quelques jours plus tard seulement, le 28 avril, un autre message est apparu, évoquant la relation croissante de l'Ukraine avec l'Azerbaïdjan et la perspective de pourparlers de paix à Bakou. Encore une fois,
Strolkov était sans équivoque dans son évaluation, affirmant que l'Ukraine est en pleine ascension et rapporte des opérations réussies, tandis que les médias et les responsables russes ne savent tout simplement pas ce qui se passe réellement au front et à l'arrière. En résumé, il a repris ses commentaires précédents sur une éventuelle défaite russe. Encore une fois, je dois dire que la guerre menée pour parvenir à un compromis n'a pas seulement atteint une impasse, elle s'est soldée par un échec. L'ennemi se bat pour gagner. Nous nous battons pour parvenir à un compromis, et ce compromis devient extrêmement difficile à obtenir. Même si ces propos paraissent audacieux ou excessifs de la part d'un nationaliste russe convaincu, ils ne surprennent pas venant de Guerkin. De nombreux responsables russes et alliés du Kremlin répètent la même propagande et affirment que la guerre se passe bien, malgré des preuves accablantes. Au contraire, Guerkin n'a jamais eu peur de dire exactement ce qu'il pense, désignant Poutine lui-même comme le principal obstacle empêchant la Russie d'atteindre ses ambitions militaires. À peine un an après le début de la guerre, en février 2023, Guerkin a critiqué directement Poutine après que le président russe ait prononcé un discours public, déclarant « Pas un mot sur les échecs et les défaites, blabla, blabla. Ça ne sert plus à rien d'écouter. » Une autre occasion d'éviter le chaos a été manquée. Plus tard la même année, Guerkin a sans doute signé son propre mandat d'arrêt avec une attaque encore plus personnelle contre le dirigeant de son pays. Pendant 23 ans, le pays a été dirigé par un vaurien qui a réussi à jeter de la poudre aux yeux d'une grande partie de la population. Maintenant, il est la dernière île de légitimité et de stabilité de l'État. Mais le pays ne pourra pas supporter 6 années de plus avec ce lâche bon à rien au pouvoir. Guerkin a également appelé à plusieurs reprises Poutine à démissionner et à céder sa place à quelqu'un de plus capable de diriger le pays en temps de guerre, affirmant que le président n'est pas prêt à assumer la direction pour créer les conditions nécessaires à l'effort de guerre, et qu'il doit vraiment transférer légalement ses pouvoirs à quelqu'un qui est capable d'un tel travail. En résumant ce qu'il appelle le style de Poutine, Guerkin a également déclaré « beaucoup de paroles creuses, un minimum d'action et une absence totale de responsabilité face aux échecs ». Guerkin a cofondé avec des camarades nationalistes radicaux le Club des Patriotes en colère, qui publiait souvent des blogs et messages dénonçant l'incapacité du Kremlin à gagner la guerre en Ukraine. Il a exprimé ses opinions de façon très claire à des dizaines de reprises, soulignant à plusieurs reprises sa conviction que la Russie ne peut pas, et ne gagnera pas cette guerre si elle persiste dans cette voie. Une direction incompétente, des responsables corrompus, et des stratégies sans résultats concrets sur le terrain. En 2023, de nombreux responsables et analystes occidentaux pensent encore que la dynamique de la guerre pourrait basculer en faveur de la Russie, malgré l'optimisme généralisé entourant la contre-offensive de l'Ukraine. Il était l'un des rares à soutenir le contraire, notant que les pertes du Kremlin augmentaient, tandis que ses gains sur le terrain ralentissaient. Au fil des ans, les théories de Guerkin se sont en grande partie révélées exactes. La Russie n'a pas réussi à prendre le contrôle des principales villes et bastions ukrainiens. Ses pertes se sont accrues, son économie s'est effondrée et son armée affaiblie, tandis que les forces de Kiev sont devenues bien plus puissantes que prévu. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi en 2026 Guerkin estime-t-il que la partie est enfin terminée et que la défaite de la Russie est presque inévitable ? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous regardez The Military Show. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Dans son message Telegram du 25 avril, Guerkin a cité 2 raisons principales pour lesquelles il s'inquiète autant pour l'avenir de son pays, dont l'une est relativement directe et évidente, tandis que l'autre est plus subtile. La première raison est que le Conseil de l'Europe a finalisé son prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Cela était en préparation depuis un certain temps, ayant été initialement approuvé en décembre 2025. Cependant, il y avait toujours eu des doutes quant à savoir si l'accord aboutirait, car le Premier ministre hongrois sortant, Viktor Orbán, avait cherché à le bloquer. Orbán avait longtemps été considéré comme le relais de Poutine ou son homme de confiance au sein de l'Union européenne, agissant souvent de manière à favoriser le Kremlin. Cependant, lors des élections législatives hongroises de 2026 qui se sont tenues, le 12 avril, le Premier ministre ayant exercé le plus long mandat du pays, a finalement été battu. Son parti au pouvoir, le Fidesz, ayant été évincé par l'opposition TISA, dirigée par le nouveau Premier ministre Péter Majka. Majka a aussitôt affirmé qu'il ne retarderait ni n'entraverait le prêt de 90 milliards d'euros, donnant carte blanche au Conseil européen pour conclure l'accord. Et l'argent a déjà commencé à circuler, avec la moitié de la somme totale, soit 45 milliards d'euros mis à la disposition de l'Ukraine en 2026. Cela comprend 8,35 milliards d'euros d'aide macrofinancière encore,
8,35 milliards d'euros pour la facilité pour l'Ukraine et 28,3 milliards d'euros pour soutenir l'industrie de défense croissante de l'Ukraine. Comme le note Guerkin, ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour la Russie. Dans son message sur Telegram, le nationaliste interpelle sarcastiquement les brillants diplomates qui ont tenté de retarder l'octroi du prêt, avant d'ajouter que cela devait arriver tôt ou tard. Eh bien, c'est arrivé. Le Conseil de l'Europe a validé 90 milliards d'euros pour l'Ukraine. Que l'Ukraine reçoive tout, la moitié ou un tiers, en une fois ou en plusieurs fois, cela importe peu. L'important, c'est qu'elle va les recevoir. Guerkin poursuit en soulignant à quel point la situation actuelle n'a aucun sens du point de vue russe. Nous continuerons à fournir du gaz à l'Europe, qui continuera à livrer à l'Ukraine des missiles et drones venant exploser sur notre territoire. De plus, l'Europe obtiendra notre gaz à un prix raisonnable, moins cher que le gaz américain, et grâce à cela, elle pourra produire beaucoup plus de drones et de missiles pour l'Ukraine. Il n'a pas tort. Les choix désastreux du Kremlin ont placé la Russie dans l'une de ses positions les plus faibles depuis des années. Avec son économie et ses conflits, elle ne peut imposer ses règles et doit rester spectatrice pendant que l'Europe se renforce, que l'industrie de défense ukrainienne se développe et que l'Occident continue de se mobiliser contre elle. 90 milliards d'euros, ce n'est pas une petite somme. C'est un afflux énorme de liquidités au moment où l'Ukraine en a besoin. Les forces de Kiev sont déjà en position de force. Elles infligent des pertes plus importantes. Au rang russe, plus que jamais auparavant, avec des dizaines de milliers de soldats tués ou blessés chaque mois. L'armée ukrainienne a également réussi à reprendre des terres précieuses perdues. En février, elle a gagné plus de terrain qu'elle n'en a perdu, les assauts russes devenant de moins en moins efficaces face aux drones, à l'artillerie et aux défenses ukrainiennes. Avec des dizaines de milliards d'euros affluant dans les caisses de Kiev, il n'est pas difficile d'imaginer comment l'Ukraine pourrait renforcer son avantage, accélérer le développement et le déploiement de systèmes d'armes encore plus avancés pour repousser les Russes encore davantage. Ou se procurer des fournitures essentielles pour approvisionner pleinement ses troupes de première ligne avant l'été. Guerkin conclut sur une note sarcastique en disant « En somme, tout est merveilleux, splendide. Nous réalisons avec succès les objectifs de l'opération militaire spéciale SVO, dont personne ne nous a parlé ni ne nous parlera jamais. Et nous continuerons ainsi, jusqu'à ce que cela devienne totalement insupportable pour le pays et son peuple. » Ensuite, il expose la deuxième raison de son pessimisme. Il affirme que pour que la Russie puisse compter sur certains pays européens pour semer la discorde dans le camp adverse, ou sur des alliés comme la Hongrie et la Slovaquie pour la soutenir réellement, elle doit être forte, courageuse et déterminée. Nous devons être, sinon respectés, du moins craints. Et cela fait longtemps que personne ne nous respecte et plus personne ne nous craint. Pour illustrer son propos, Guerkin cite une actualité récente, où le ministère tchèque des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de Russie pour expliquer pourquoi le ministère russe de la Défense a publié une liste d'adresses d'usines européennes soupçonnées de produire des munitions et des armes pour l'Ukraine. L'ancien président russe, Dmitri Medvedev, qui occupe désormais le poste de vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a également publié une menace à peine voilée sur X, suggérant que ces usines pourraient devenir des cibles des forces armées russes. Le moment où les frappes deviendront une réalité dépend de ce qui va suivre. Dormez bien, partenaires européens. Le Kremlin espérait très probablement que ces actions exerceraient une pression sur l'Europe, que des pays comme la République tchèque commenceraient à frissonner et à paniquer à l'idée même que la Russie puisse les attaquer. Manifestement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le gouvernement tchèque a convoqué l'ambassadeur russe pour un entretien ferme, tandis que les usines continuent de produire des munitions et armes pour permettre à l'Ukraine de défendre son territoire et frapper son ennemi. Cela confirme clairement la conviction de Guerkin que la Russie n'est plus crainte en Europe ni ailleurs. Il fut peut-être un temps où même une déclaration ferme du Kremlin suffisait à semer la peur dans le cœur des dirigeants mondiaux. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les actions de la Russie depuis 2022 ont complètement sapé son autorité et brisé sa réputation autrefois redoutable. Elle n'est plus perçue comme une force toute puissante, dotée d'une armée vaste et puissante, capable de conquérir toute l'Europe si elle le voulait, mais comme un acteur de plus en plus faible et chancelant sur la scène mondiale, échouant sur tous les fronts, simple ombre de ce qu'elle était autrefois. Comme le souligne Guerkin, l'ordre mondial a changé. Les anciennes tactiques de la Russie ne fonctionnent plus. Elle ne peut plus menacer les petits pays et s'attendre à ce qu'ils se soumettent. Nous devrions accepter docilement les attaques provenant d'armes fabriquées en Tchéquie, et en aucun cas envisager ou même suggérer la possibilité de riposter contre ces usines, ces entreprises où tout cela se produit. Eh bien,
Si nous laissons cela nous arriver, alors nous le méritons. Bon, peut-être que nous ne le méritons pas personnellement, mais notre brillant gouvernement le mérite, pour lui-même et pour nous tous réunis. Il continue en résumant la situation épouvantable dans laquelle se trouve la Russie. Nous poursuivrons la mise en œuvre de l'opération militaire stratégique, clairement dans l'impasse et coûteuse en vie, sans résultat. Et cela aussi, c'est un immense mérite de nos brillants dirigeants et commandants qui, au cours des 4 dernières années, ont gaspillé absolument toutes les occasions de remporter la victoire, et qui, même maintenant, alors que la situation devient de plus en plus désespérée, ne font aucun effort pour enfin obtenir cette victoire. Les propos de Guerquin ne laissent aucun doute. Pour lui, la Russie ne perd pas seulement la guerre, il se pourrait qu'elle l'ait déjà perdue. Même s'il critiquait parfois les tactiques du Kremlin ou la conduite de la guerre, il soutenait toujours qu'il existait des solutions. Il suggérait qu'une mobilisation à grande échelle conviendrait aux tactiques brutales du Kremlin et donnerait à l'armée l'élan nécessaire pour submerger les défenses ukrainiennes. Cependant, désormais, Guerquin semble penser que même une mobilisation n'aurait que peu ou pas d'impact positif à ce stade. Dans une publication séparée sur Telegram partagée le 27 avril, il affirme « La mobilisation était nécessaire au printemps 2022, au printemps 2023, au printemps 2024 et peut-être même au printemps 2025. Maintenant, la mobilisation arrive catastrophiquement trop tard. Actuellement, la mobilisation, telle qu'elle est perçue par la majorité de la population, ne produira aucun résultat. » Il poursuit en disant que l'époque où la Russie pouvait écraser son ennemi par la simple masse de personnel militaire est révolue. Cela n'existe tout simplement pas en 2026. En expliquant cela, il ajoute que le conflit est désormais tellement dominé par les drones et que l'Ukraine est devenue si dominante dans ce domaine que les forces de Kiev pourraient facilement anéantir des masses de Russes sans même perdre beaucoup, voire aucun, terrain sur les lignes de front. Il poursuit en disant que la mobilisation reste nécessaire si nous voulons gagner, mais qu'il s'agit désormais moins de mobiliser des gens dans l'armée elle-même, et davantage de les mobiliser dans l'industrie de la défense. Il affirme que la Russie doit mobiliser plus de ses meilleurs talents dans la science militaire, l'innovation des systèmes et la production. Mais il poursuit en notant que le Kremlin ne semble pas avoir la volonté de faire quoi que ce soit de ce genre, ni même de faire un effort concerté pour changer de tactique et gagner cette guerre. En conclusion, il note « Vous pouvez actuellement mobiliser autant de personnes que vous voulez sur le front, mais cela ne changera plus le cours de la guerre. Ce temps est révolu. J'ai appelé à la mobilisation pendant 4 ans. Maintenant, je n'appelle plus au type de mobilisation dont je parlais auparavant, parce que cela ne sert à rien. Nous, notre économie, n'avons même pas assez d'armes pour les équiper. Et quand l'un des nationalistes les plus ardents de l'histoire russe moderne dit effectivement que la guerre est impossible à se gagner, cela n'augure rien de bon pour les perspectives du pays. Guerquin n'est pas le seul à se retourner contre Poutine. Peu à peu, les membres du cercle rapproché du Kremlin commencent à penser que le président russe n'est plus apte à diriger, à découvrir en détail dans cette vidéo. Sinon, regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la façon dont cette guerre est devenue totalement incontrôlable, avec une Russie qui s'affaiblit tandis que l'Ukraine se renforce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres analyses et reportages sur l'actualité militaire de Russie, d'Ukraine et d'ailleurs. La vidéo que vous venez de regarder a été localisée, distribuée et monétisée par Linguana, grâce à un doublage IA avancé qui préserve la personnalité authentique, l'émotion et l'énergie de chaque créateur. Linguana traduit des contenus qui ont fait leurs preuves dans plus de 40 langues et les diffuse sur de multiples plateformes afin d'accroître la portée mondiale et les revenus des créateurs. Sa particularité réside dans son ampleur. Linguana collabore avec plus de 1000 créateurs de premier plan et distribue des vidéos localisées sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, MSN, Spotify, Dailymotion et bien d'autres plateformes. Le contenu éprouvé des créateurs touche de nouveaux publics, générant d'importants revenus supplémentaires pour eux et les plateformes. Pour les créateurs, Linguana s'occupe de tout de A à Z, sans aucun coût ni aucun effort. Rien ne change dans votre façon de créer. Vous atteignez et monétisez plus de personnes dans davantage de pays, plateformes, services de streaming et chaînes fast. Linguana fonctionne selon un modèle de partage des revenus, liant son succès à la valeur générée pour vous. Pour les marques, Linguana permet de toucher des audiences très ciblées à grande échelle, grâce à des insertions publicitaires vidéo alimentées par l'IA et à des placements de produits virtuels intégrés de manière transparente dans des contenus multilingues avec la voix même du créateur sur toutes les grandes plateformes. L'équipe mondiale de Linguana est répartie entre Los Angeles, New York, Tokyo, Dublin, Amsterdam, Tel Aviv et Sofia. Si vous êtes un créateur ou une marque souhaitant vous développer à l'international, rendez-vous sur linguana.com. C'est linguana.com.